Nous enchaînons avec un débat maintenant sur l'activité physique pour aider les maladies chroniques. Je pense que nos invités sont là. Je vais leur demander de venir se présenter, mesdames, messieurs. Je vais énoncer leur nom, leur qualité, et vous allez les applaudir comme vous savez le faire. Alors, dans le désordre, bonjour Béatrice Ferver. Bonjour, voilà, professeure associée, coordinatrice au département prévention cancer au Centre Léon Bérard. Laurent Fleury, voilà, on s'est vu tout à l'heure, monsieur Fleury, soyez bienvenue. Grégory Nino, qui doit être là, le voici, le voilà, bonjour. Et Claire Perrin, bonjour. Alors, Grégory Nino est professeur à l'Université de Montpellier, et Claire Perrin est sociologue du sport. Est-ce que j'ai présenté tout le monde correctement? Oui. Très bien. Alors, il vous manque un micro, vous serez obligé vous partagerez, voilà. Alors, je vais me mettre de ce côté pour ne pas gêner. Voilà, mesdames, messieurs, qui va commencer? On va parler de ce qui est le rôle majeur de l'activité physique. C'est de prévenir, c'est de permettre le bien-être à tout le monde, mais aussi de prévenir les maladies, de repousser. Qui commence? Rôle majeur de l'activité physique, voilà. Allez-y, allez-y. Je vais juste vous raconter en 2 mots ce que c'est qu'une expertise collective. En fait, les expertises collectives, c'est une mission de l'INSERM depuis un moment. Et c'est vraiment, on fait le point, on réunit un groupe d'experts, vous l'avez là, ceux de l'expertise, et vous avez 3 des experts qui sont là. On travaille pendant 2 ans, 3 ans, même des fois un peu plus, pour faire vraiment un point de ce qu'on sait scientifiquement sur un sujet donné. D'accord ? Et on fait ça, on rédige un livre qui est très épais, une synthèse et des recommandations qui sont essentiellement destinées aux décideurs, aux ministres pour qu'ils aient les arguments scientifiques pour prendre leurs décisions. Évidemment qu'il n'y a pas que celle-là et que leurs décisions dépendent de pas mal d'autres choses. Dans cette expertise, donc on l'a faite parce que vous savez que les maladies chroniques sont de plus en plus fréquentes avec le vieillissement de la population, etc. Que 3 Français sur 4 de plus de 65 ans sont atteints de pathologies chroniques, que ces maladies chroniques sont très accessibles à la prévention primaire et prévention secondaire. Et qu'aujourd'hui, les questions qui se posent sur l'activité physique comme traitement de ces maladies, c'est plus de savoir si ça marche. Ça, c'est prouvé, archi-prouvé, et on va vous l'expliquer. La vraie question, c'est de savoir comment on fait, comment on met cette activité physique en place, quelle intensité, quelle fréquence, quelle durée, quel type de sport, et comment on peut inscrire ça dans la durée de vie des patients sur le long terme. Je pense que c'est ça qui va être développé aujourd'hui. Dans l'expertise, on a développé aussi une autre partie qu'on ne va pas aborder là, mais qui est vraiment la partie comment l'activité fait. On se pose pas mal de questions là-dessus. Comment l'activité je voulais monter les micros. Tu peux monter un tout petit peu les micros. Sur toutes ces pathologies. Voilà, moi je m'arrête là. Je vais passer la parole à 3 des experts qui vont chacun développer un petit peu leur partie. Donc, effectivement, la question, c'est celle de l'intervention. Donc, moi, en tant que sociologue et professeur à l'Université de Lyon 1, donc j'ai participé sur cette partie de la construction de l'intervention en activité physique pour les malades chroniques. Et pour la comprendre, j'ai essayé de travailler à 3 niveaux. Il y a le niveau des politiques qui aujourd'hui préconisent la prescription d'activité physique pour les personnes qui sont en ALD. Mais il y a aussi le niveau des organisations, comme par exemple le centre Léon Bérard, qui est un centre de lutte contre le cancer. Ça fait très longtemps qu'ils ont construit des solutions, des réponses, des services en activité physique adaptée pour les patients atteints de cancer. Eh bien, tous ces acteurs qui proposent de l'activité physique depuis un certain nombre d'années, qui militent pour permettre aux malades d'accéder à cette expérience-là, à ce traitement-là, eh bien, finalement, ont contribué à ce que cette loi de 2016 puisse émerger. Donc, le niveau des politiques, le niveau des organisations qui sont innovantes et le niveau des professions, puisqu'il y a des professionnels, comme par exemple les enseignants en activité physique adaptée, dont la spécialité est d'intervenir auprès de personnes qui sont vulnérables ou fragiles, qui sont en traitement ou qui sont en situation de handicap, pour construire des projets d'activité physique avec eux. Donc en fait, l'objet de l'expertise et des lectures qui ont été faites était de comprendre comment se sont bricolées ces nouvelles interventions, comment elles se déploient, avec quel type de problématiques.
Parce que, évidemment, si la science, l'evidence-based medicine nous montre que, effectivement, on a des bénéfices de santé qui sont certains, toute la question, c'est de savoir comment on fait pour qu'un malade chronique qui a 60, 65 ans, qui n'a pas forcément été socialisé aux activités physiques et sportives dans sa jeunesse et qui est diagnostiqué malade, comment on fait pour que cette personne-là, qui n'a pas a priori dans sa vie l'expérience de l'activité physique, eh bien s'engage dans cette nouvelle aventure au service de sa santé. Et donc là, je vais laisser Grégory nous parler de la motivation. Bonjour. J'aimerais juste vous poser une question, même si on ne peut pas trop échanger, mais combien y a-t-il de personnes malades chroniques ici? A priori, personne. Vous êtes tous en bonne forme, vous faites tous de l'activité physique, et normalement, l'activité physique prévient une maladie chronique. Toute l'expertise collective a concerné des gens qui avaient un diagnostic de maladie chronique. Vous savez combien il y a de personnes en France qui ont une maladie chronique? 20 millions. 20 millions de personnes, donc un Français sur 3 a une maladie chronique. Et avec le vieillissement de la population, avec des dépistages de plus en plus précoces, notamment pour Alzheimer, notamment pour le diabète, notamment pour des maladies qui sont des maladies cardiovasculaires, on va détecter de plus en plus tôt. Et la prévision, c'est qu'un Français sur 2 aura une maladie chronique dans quelques temps. Et le but est de savoir si on peut retarder l'évolution de cette maladie chronique, un diabète, une bronchopneumopathie chronique, un cancer. Est-ce qu'on peut retarder l'évolution ou potentiellement est-ce qu'on peut la guérir? Donc, comme l'a très bien dit Laurent Fleury, il y avait eu une expertise collective en 2008 de l'INSERM qui disait « bougez plus, vous allez prévenir des maladies ». Donc, le sport santé pour prévenir des maladies, c'est un élément essentiel. Mais là, notre expertise collective publiée le 14 février, vous en rappellerez la Saint-Valentin, d'accord, la Saint-Valentin, le 14 février 2019, l'expertise collective, elle est téléchargeable aujourd'hui, vous pouvez la voir, elle fait 800 pages, mais elle dit la chose suivante: des programmes d'activité physique spécifiques ont une vertu thérapeutique. Et la haute autorité de santé a cautionné ce travail d'expertise collective en disant on va rentrer dans une logique de médicaments. Une activité physique traitée à une dose particulière pour un malade particulier peut devenir un médicament prescrit par un médecin, le sport sur ordonnance en particulier, et avec des idées non plus uniquement de faire du bien. C'est très bien d'avoir dit au départ, pour le bien-être, c'est un élément essentiel de la socialisation, du partage, etc. Mais aussi aujourd'hui des bénéfices thérapeutiques jusqu'à être curatifs. Et on a identifié avec 3000 études qui ont été, 1800 études et des méta-analyses, etc. Donc beaucoup d'études scientifiques du monde entier. Il y a 5 maladies qu'on guérit grâce à des programmes d'activité physique spécifiques. Vous avez peut-être surpris, le diabète de type 2, s'il est pris de façon tout à fait précoce, les experts disent qu'on peut arriver à le guérir. Deuxième élément, c'est assez surprenant, mais les affections, j'arrive jamais, les AOMI oblitérantes des membres inférieurs, donc les vaisseaux sanguins des membres inférieurs, finalement, on peut arriver également à le traiter de façon curative. C'est un élément absolument essentiel. Et une autre maladie que vous connaissez par cœur, l'obésité, si elle est prise à temps, de la même façon, on peut guérir une obésité. Et la dernière maladie, dont on ne sait pas trop encore, on ne savait pas trop, ça s'appelle la dépression. Vous savez qu'elle touche beaucoup de Français. Et en fait, de la même façon, la recommandation de l'INSERM, c'est en première intention, avant de faire de l'antidépresseur, avant de faire des choses très compliquées, des hospitalisations, il faut commencer par un programme d'activité physique spécifique pour tenter de traiter une dépression. Et donc il y a un programme qui associe de l'aérobie, donc de l'endurance, plus du renforcement musculaire pour arriver à des bénéfices significatifs. Et je pense que cette vertu curative, on en avait juste que l'intention, on avait juste que quelques hypothèses, et aujourd'hui c'est la réalité. Et dans un deuxième temps, et Béatrice va le reprendre, mais notamment sur le cancer, aujourd'hui la recommandation est on va faire des programmes d'activité physique, en particulier pour réduire la fatigue durant les traitements et après les traitements. On va améliorer sur le plan des marqueurs de l'anxiété, on va améliorer beaucoup de choses. Et je vous invite vraiment, j'ai que quelques minutes pour vous en parler, mais de regarder cette expertise collective. Sur chaque pathologie, on a pu montrer à quel point elle a des effets
anti en fait symptomatiques. On va résoudre des problèmes symptomatiques grâce à ces programmes d'activité physique, mais en même temps, c'est pas n'importe lesquels. Et c'est pas les mêmes pour les maladies et pour les avancées des maladies. Je pense que je ne vais pas être plus long. Je voudrais juste dire un point important. Ça a été très bien dit tout à l'heure par Claire, c'est que cette molécule ou ce médicament activité physique adapté à un malade, c'est forcément sur le long terme. Donc le but du jeu n'est pas d'en faire uniquement sur une période, l'été ou l'hiver, ou sur des périodes intensives. Non, c'est bien la question de la régularité. Et les experts ont bien montré à quel point il faut peut-être dans le parcours de soins, dans le parcours de santé et dans le parcours de vie, peut-être aller chercher différents types d'activités physiques pour qu'elles aient un volet ludique. Et effectivement, spontanément, quand on est malade, je voudrais finir là-dessus, quand on est malade, on a envie de se reposer. Lorsqu'on a une grippe, on a un peu l'habitude, lorsqu'on a des pathologies de l'enfance, à se reposer quand on est malade. Et là, c'est contre-intuitif, il faut absolument faire de l'activité physique, même si on se sent fatigué, pour avoir des bénéfices significatifs sur l'état de santé des malades. Merci, professeur. Merci beaucoup. Béatrice, c'est à vous. Merci, Grégory. Je pense que tu as donné le mot-clé sur le sujet dont je voulais vous parler. Donc, vous avez compris l'importance de l'activité physique dans les différentes maladies chroniques, dont certains où l'activité physique est aujourd'hui le traitement de première intention avant tout traitement médicamenteux. Et il y en a d'autres qu'on ne guérit pas avec l'activité physique, mais où les études, la recherche montre qu'associer l'activité physique au traitement fait qu'il y a des améliorations à la fois sur la maladie et des symptômes, des conséquences de la maladie. Alors vous avez entendu, un tiers de la population française est atteinte de maladies chroniques qui concernent aussi bien le diabète, l'obésité, des problèmes pulmonaires, articulaires, et aussi ces maladies sont en augmentation. Il y a quelque chose, c'est des maladies très différentes, mais néanmoins ils partagent un certain nombre de caractéristiques. Ces maladies sont très invalidantes au niveau de la vie et du quotidien. Ces maladies sont toutes associées à un déconditionnement, à une fatigue et à une tendance démontrée des patients de pratiquer moins d'activité physique. Déjà en population, on a globalement les sportifs de haut niveau, des gens qui sont très sportifs, mais globalement, on pratique peu d'activité physique si on prend la moyenne dans la population. Et alors, des personnes qui sont atteintes des maladies chroniques ont tendance à diminuer leur activité physique, et c'est alors que les personnes vont entrer dans un cercle vicieux où les personnes sont fatiguées, elles vont pratiquer encore moins d'activité physique, mais de ne pas pratiquer l'activité physique va augmenter le déconditionnement et ça va amener une spirale vers une inactivité parfois très limitant au niveau de même la vie quotidienne. Et donc l'objectif, c'est de remonter cette spirale. Et donc la conclusion issue des études scientifiques, c'est aujourd'hui d'intégrer de façon systématique dans le parcours de soins l'activité physique. Alors, Grégory a déjà parlé du cancer, une maladie très fréquemment, dans 80% des cas, associée à de la fatigue et de façon systématique à un déconditionnement. Et alors, les données montrent que c'est aujourd'hui le seul traitement de la fatigue dans le cancer. Et l'activité physique dans le cancer améliore aussi la qualité de vie, réduit les effets secondaires des traitements souvent lourds. Et pour un certain nombre de cancers, notamment du côlon et le cancer du sein, l'activité physique peut aussi améliorer la survie. Autre pathologie où l'activité physique a un impact majeur, c'est les maladies cardiovasculaires, quel que soit si c'est l'insuffisance cardiovasculaire ou des maladies coronariennes. L'activité physique a un effet bénéfique. Autre maladie, c'est ce qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une inflammation chronique
au niveau des branches qui conduit à une restriction au niveau des branches et donc d'abord la dyspnée et puis l'insuffisance respiratoire. Les patients donc, vont moins pratiquer l'activité physique et la baisse de l'activité physique est associée à une moins bonne survie chez les patients. Je vous donne juste un chiffre. Pratiquer 1 heure d'activité physique par jour chez ces patients-là réduit la mortalité d'un tiers, de 30%. Donc c'est assez important, ces chiffres-là. Et l'activité physique ne peut pas guérir la BPCO, mais peut améliorer les symptômes, réduire les hospitalisations qui sont très fréquentes chez ces patients-là et leur permettre d'avoir un mode de vie tout à fait correct. D'autres maladies où c'est pas thérapeutique, mais ça doit être intégré dans le parcours de soins, sont toutes les maladies ostéo-articulaires et aussi l'asthme, où on peut dire que c'est paradoxe. Les patients ont peur de faire l'activité physique, de peur de déclencher une crise d'asthme. Et au contraire, l'activité physique va stabiliser l'hyperréactivité au niveau pulmonaire qui est observé chez l'asthme. Alors, pour conclure, la conclusion principale de notre travail qui nous a réunis pendant 3 ans à éplucher 1800 articles scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, ne pas proposer à un patient atteint d'une maladie chronique une prise en charge en activité physique est une perte de chance pour le patient. Et c'est ça qui est réellement important. Et nous sommes très contents au niveau du groupe, puisque au niveau ministère, on nous a entendus et on a pu contribuer à la stratégie nationale sport-santé sur le chapitre de l'activité physique dans la thérapie des maladies chroniques. Et ce qu'on vient de dire là a été repris dans cette stratégie nationale. Alors pour finir un petit mot, il ne suffit pas que le médecin dise à son patient « bon, faites donc un peu de sport ». Donc ça, généralement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour des patients, déjà d'une manière générale. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport, en lui disant « faites donc un peu de sport », ça ne va pas marcher. Mais il faut qu'il y ait une démarche évaluative et accompagnative qui est mise en place. C'est-à-dire il faut évaluer les conditions physiques, les capacités du patient, sa motivation, son environnement, pour lui proposer une activité physique adaptée à ses capacités, à sa condition, son état de santé et à son aimer faire et savoir-faire, parce que dire à quelqu'un qui n'aime pas l'eau, allez donc nager un peu, ça ne va pas marcher. Et donc, la nécessité d'accompagner le patient, d'inscrire cette prise en charge aussi. Je vois, il y a un certain nombre de sportifs dans la salle. Il y a la philosophie de l'entraînement. Chez les patients, il y a aussi l'entraînement, c'est-à-dire il faut progressivement augmenter le niveau d'activité physique adapté à l'état de santé des patients. Il faut aussi former les professionnels de santé à cette prise en charge, puisque moi je suis médecin, cancérologue, je n'ai pas entendu beaucoup parler de l'activité physique dans mes études, et globalement dans la cancérologie, c'est avec certains collègues, on porte la voix de l'activité physique, mais on n'en parle pas beaucoup dans les formations encore. Et puis on vous a dit, on sait un certain nombre de choses, mais encore pas mal d'autres choses qu'on ne sait pas. Donc l'importance de la recherche, qu'elle soit la recherche clinique, qu'elle soit la recherche pour mieux comprendre les mécanismes, par exemple, ce que je disais au départ, pour le cancer du sein et le cancer du côlon, probablement l'activité physique améliore non seulement les effets secondaires, mais aussi la survie des patients. On n'a pas encore très bien compris par quel mécanisme et comment on peut renforcer cet effet-là. Donc la nécessité d'accompagner à la fois effectivement cette mise en œuvre sur le terrain, mais aussi de poursuivre la recherche de cette approche qui était une thérapie non médicamenteuse. Ce n'est pas un médicament, mais c'est comme un médicament, sauf que c'est un peu plus compliqué
Et donc, on a besoin aussi d'accompagner la motivation du patient, parce que lui dire avaler donc une pilule, ça marche. Dire il faut faire 1 heure d'activité physique par jour ou une demi-heure, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste rebondir sur quelque chose qui est important quand on est malade, chroniquement ou pas, c'est qu'on est dans un état de fatigue qui souvent n'engage pas à l'activité physique. Comment on peut contrecarrer ça, encourager la personne à faire du sport? Il y a plein de leviers motivationnels. Il y a des leviers déjà de rencontrer d'autres patients. Pour se motiver à faire quelque chose, c'est aussi d'avoir l'occasion d'échanger avec d'autres. Donc des associations de patients se mobilisent, on crée des sites web, on crée des applications, etc. Et je pense que c'est un élément important d'être avec des pairs et bien comprendre que même si on est fatigué, effectivement, il y a des gens un peu comme nous qui ont réussi. Et je pense que c'est tout cet espace-là médiatique qui montre qu'on peut réussir et que ça peut marcher. Il y a une formation bien meilleure des professionnels qui accompagnent l'activité physique, également adaptée, sur lequel les leviers motivationnels et les barrières deviennent de plus en mieux identifiés. Et donc on peut jouer dessus. On peut jouer sur l'environnement, on peut jouer à la fois sur des questions purement de motivation intrinsèque, comme l'a dit tout à l'heure Béatrice. Et le dernier point, qui est un frein aussi important, dont vous avez peut-être même posé la question, mais qui est aussi un frein, qui est l'aspect financier. Effectivement, la stratégie nationale sport santé qui vient juste de sortir dit, après la HAS et après le sport sur ordonnance, le décret qui est en application depuis le 1er mars 2017, il faut rembourser. Donc il faut se mettre à trouver des innovations également, parce que le frein vient aussi de là. Et donc il y a des mutuelles, il y a à la fois l'assurance maladie qui fait des expérimentations en ce moment pour arriver à dire que même ces freins-là, entre guillemets financiers, qui peuvent être importants pour se déplacer ou pour avoir des solutions sur place à la maison. Donc il y a peut-être des startups ici, je n'ai pas encore vu, mais qui font de la prestation d'activité physique à distance, en visio. Et en gros, même sans sortir de chez soi, on peut commencer une activité physique parce qu'on est malade et simplement parce qu'on est chez soi. Et on va avoir, entre guillemets, un professionnel de l'activité physique adaptée et on va être déjà motivé. Et donc, peu à peu, on retrouve la motivation à effectivement permettre quelque chose qui est beaucoup plus régulier et pertinent pour la santé. Merci de cet éclairage. Une dernière chose que je voulais partager avec vous. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, je ne sais pas lequel l'a dit ou laquelle, c'est le côté durable des choses. C'est-à-dire que on ne se rend pas toujours compte quand on doit faire une activité physique qu'en fait elle va être bénéfique sur le long terme. Là aussi, il doit y avoir des leviers motivationnels, pour reprendre le terme que vous avez utilisé. C'est pas simple de dire je vais faire 1 heure tous les jours pendant 3 mois, 6 mois, 8 mois. C'est très compliqué. C'est à vie. Oui, voilà. C'est à vie. C'est d'accompagner, et c'est ce que disait Grégory, accompagner le patient, non pas pour qu'il fasse pendant 3 mois de l'activité physique, mais qu'il intègre entièrement l'activité physique dans sa vie. Ça fait partie intégrante du mode de vie qui est souvent devenu très, très sédentaire. Et comment je peux, dans ma vie, donc il y a aussi non seulement l'accompagnement dans l'exercice pratique, mais l'accompagnement aussi de comprendre l'environnement du patient et comment on peut l'intégrer, un patient qui habite loin de tout, de lui dire d'aller à la salle de gym. Or, il habite à la campagne, il n'y a pas de salle de gym. Ça ne va pas lui permettre d'intégrer ça. Si on le prend en charge de façon spécialisée et on va lui faire dans un centre spécialisé des activités physiques très complexes avec beaucoup de machines, etc., et c'est plutôt quelqu'un qui a peu de revenus, il faut lui apprendre quelque chose qu'il peut pratiquer partout, qui n'est pas très onéreux et qui n'est pas très compliqué pour qu'il puisse le suivre. Par exemple, la marche nordique qu'on peut faire partout avec des bâtons, des chaussures. Et puis, en milieu urbain comme en milieu rural. Je voudrais aussi souligner tous les efforts qui sont faits par le mouvement sportif, qui essaie de développer une autre forme de pratique qui serait plus compétitive et qui développe le sport santé. Et puis tout le mouvement associatif avec les associations de patients, avec tout ce qui se met en place pour soutenir ces pratiques-là, qui sont très importantes aussi. Juste un mot. Je vous en prie. Pour répondre à votre question. La différence entre la prévention primaire, où les personnes ne sont pas malades et où c'est du sport santé et on en fait de façon irrégulière, peut-être. Mais je prends juste l'exemple du cancer. Les preuves commencent à arriver à dire qu'on va éviter à 38% un risque de récidive de cancer après avoir été traité
une chance sur 3 de ne pas avoir un deuxième cancer. Vous pensez que ce n'est pas motivationnel? Si, tout à fait. Tout à fait. Merci de finir sur cette note plutôt optimiste. La traditionnelle question au public, voulez-vous interpeller l'un ou l'autre de nos conférenciers pour une question? Voilà, on a... je vais lui laisser la place. Voilà. Ok, la mia question c'est sur l'attività physique et les cancers. J'ai lu votre livre, je viens de le lire, je l'ai déjà fini en fait. Et le chapitre 16e, c'est sur l'activité physique et les cancers. Et je pense que vous, Madame Fervet, vous avez écrit ce chapitre. Pouvez-vous parler un petit peu plus fort? Je vous entends très mal. Ok. Vous mentionnez que l'activité physique il y a des effets anti-inflammatoires. En fait, il semble que les effets bénéfiques, c'est pour la réduction des cytokines pro-inflammatoires, comme pourrait être la TNF-alpha, l'interleukine 1 bêta, la CRP et tout ça. Et possiblement aussi les GFA. Mais, comme vous avez bien dit, en fait, nous ne savons pas encore comment l'activité physique pourra déclencher cet effet anti-inflammatoire. Donc, ma question, c'est le centre de rééducation, le centre de Léon Bernard de Lyon, elle est intéressée à faire de la recherche pour démontrer mon hypothèse qui pourrait être comme l'activité physique, en fait, pourra augmenter l'anti-inflammation. Parce que je pense que nous irons à comprendre comme l'activité physique déclenche l'anti-inflammatoire, au même temps, nous pouvons répondre à la question quelles sont les modalités de l'activité physique que nous devons faire sur l'intensité et sur tout ça. Merci. Effectivement, vous semblez bien connaître le sujet. On sait aujourd'hui que l'activité physique a un impact sur un certain nombre, ce qu'on appelle les cytokines, un certain nombre de marqueurs qui circulent dans le corps, des marqueurs circulants, et où l'activité physique a un effet. Vous avez parlé du TNF-alpha, c'est un marqueur de l'inflammation. Il y a d'autres marqueurs, souvent de l'inflammation, sur lesquels l'activité physique a un effet. Mais ça, c'est au niveau du périphérique. Et on ne sait pas aujourd'hui, c'est très compliqué à montrer, qu'est-ce que ça fait au niveau de la tumeur. Est-ce que quand on fait l'activité physique, donc on sait que c'est au niveau de l'organisme, au niveau du métabolisme, ça a un effet, mais est-ce que sur la tumeur, est-ce que cet effet périphérique global au niveau du corps, est-ce qu'il a un effet au niveau de la tumeur et du ce qu'on appelle le micro-environnement de la tumeur, et est-ce qu'il va avoir un effet? On est en train de réfléchir à une étude de ce type-là, mais c'est compliqué, puisque lorsqu'on a une patiente avec un cancer du sein, on va faire la chirurgie du cancer du sein, et on n'a plus de tumeur pour montrer cet effet-là, et on est en train de voir sur quelle pathologie on peut regarder ça, d'où l'importance de collaborer aussi avec des chercheurs qui travaillent sur des études expérimentales chez l'animal, où on va reproduire des situations tumorales et de l'activité physique, et également de la biologie moléculaire pour comprendre cet effet-là au niveau cellulaire. Merci. Le mot de conclusion pour vous? Juste pour dire, parce que l'expertise collective a réuni des gens de différentes disciplines, et c'était important qu'il y ait à la fois des spécialistes quasiment de la molécule, des spécialistes de la physiologie, et puis de la biologie intégrée, et puis de la psychologie, de la sociologie. Le gros problème de l'effet de santé de cette molécule activité physique adaptée traduite par une intervention médicamenteuse, c'est des effets systémiques. Ça veut dire que ça se passe non seulement au niveau moléculaire, mais au niveau cellulaire, mais au niveau de l'organe et également au niveau des neurotransmetteurs, jusqu'à concrètement la sociologie. Et donc c'est là où l'amalgame est délicat avec qu'un médicament, puisque c'est une molécule à effet systémique. C'est très très important. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'on a un petit peu de... Après, on va pouvoir continuer après. Mais là, j'ai un autre plateau derrière, donc je suis un petit peu obligé de freiner. On a déjà dépassé. Mais voilà, vous allez pouvoir poser votre question à nos interlocuteurs tout à l'heure. Merci de votre contribution. Merci de nous avoir éclairés sur cette thématique particulièrement intéressante. Merci à vous.